à cette séance ainsi qu'à tous ceux qui visionnent la présentation à partir du site Internet de la Ville de Lévis. Mon nom est Anne Jeffrey, membre du comité du Conseil de la Ville de Lévis. J'agirai à titre de présidente de cette séance du comité de démolition puisque j'agis également comme présidente de l'arrondissement Desjardins. Je vous présente mes collègues membres du comité de démolition. Jean Lamontagne pour l'arrondissement Chute de Chaudière-Ouest, Michel Turner pour l'arrondissement Chute de la Chaudière-Est. Nous sommes également accompagnés par M. David Gagné, qui agit à titre de secrétaire du comité. Cette séance du comité de démolition ne se présente pas comme les séances publiques habituelles. En raison des mesures de lutte contre la COVID-19, des dispositions particulières doivent être prises pour le traitement des demandes de démolition et des séances publiques. Ainsi, un arrêté ministériel oblige que toutes les démarches décisionnelles qui impliquent le rassemblement de personnes est remplacée par une consultation écrite. C'est pourquoi, en plus des avis publics habituels pour les demandes de démolition, une nouvelle consultation écrite s'est déroulée ces 2 dernières semaines. Vous comprendrez que dans le contexte particulier que nous vivons actuellement, la Ville de Lévis prend toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus. Nous comprenons que ce n'est pas une situation idéale compte tenu de l'importance du dossier, mais nous tentons de prendre les mesures nécessaires pour s'adapter du mieux possible. Le comité de démolition doit quand même poursuivre ses activités après une longue pause. Nous sommes maintenant en mesure de poursuivre le processus du traitement de certaines demandes, mais des mesures particulières doivent être respectées. Rappelons que le comité de démolition a pour mandat d'analyser les demandes de démolition qui sont déposées à la Ville de Lévis. Le comité accorde ou non l'autorisation de démolir un immeuble et peut poser les conditions qu'il juge nécessaires. La demande de démolition pour le bâtiment des 6 Mercier est très particulière. Elle a généré un grand nombre d'avis et de réactions, ce qui illustre bien la sensibilité de ce dossier. Les membres du comité de démolition tiennent à remercier toutes les personnes et les organismes qui ont pris le temps de s'exprimer dans ce dossier. Comme toutes les demandes qui sont déposées, les membres du comité de démolition prennent le temps de considérer tous les avis. Je tiens à mentionner qu'aucune décision ne sera rendue lors de cette réunion. Celle-ci servira à la présentation de la demande de démolition. Les requérants ont également été convoqués pour qu'ils présentent leurs arguments aux membres du comité. Par la suite, les membres prendront tout le temps nécessaire pour analyser les informations présentées et réfléchir à tous les scénarios possibles quant au bâtiment et à l'utilisation de la propriété. Le reste du processus vous sera présenté en détail par le secrétaire du comité. J'invite donc le secrétaire, M. David Gagné, à procéder à la lecture de l'ordre du jour et à la présentation du dossier. M. Gagné. Merci beaucoup, Mme Jeffrey. Alors, pour l'ordre du jour, ce sera très simple. Il n'y a qu'un seul dossier pour ce soir. Alors, lors de cette séance, le comité de démolition va analyser la présentation de la demande de démolition de l'immeuble situé au 220 rue Napoléon-Mercier, alors communément appelé les 6 Mercier. Alors, j'aimerais m'assurer que tous les membres voient la présentation sur leur ordinateur. Parfait. Alors, nous allons poursuivre la présentation. Donc, ce n'est pas un ordre du jour, c'est plutôt une table des matières que je vous présente pour ma part. Alors, dans ma présentation, il va y avoir un rappel du processus de traitement d'une demande de démolition, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont visualiser cette séance. C'est important de bien comprendre le traitement d'une demande de démolition, le processus administratif qui entoure une demande. Par la suite, il va y avoir un rappel du dossier et enfin, la présentation de la demande de démolition. Dans la présentation également, il y aura une intervention de la part des requérants puisque toute demande de démolition nécessite la présentation de la demande de démolition par les requérants, c'est-à-dire ceux qui déposent la demande de démolition. Lorsqu'une demande de démolition elle est déposée à la Ville de Lévis, eh bien, elle s'insère dans un processus administratif qui repose à la fois sur le règlement sur la démolition d'immeubles,
ainsi que sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est la série des articles 148.0. Donc, une demande de démolition est autorisée ou refusée par un comité décisionnel qui est formé de 3 membres du conseil de la ville. Donc, les 3 membres se sont présentés tout à l'heure, c'est les membres du comité de démolition. Une demande de démolition est analysée, entre autres, en fonction de plusieurs critères, dont ceux-ci, les paramètres du règlement de démolition d'immeubles, les articles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toute la documentation qui est liée au dossier de propriété, l'état physique du bâtiment et les possibilités de réhabilitation, l'historique de l'immeuble et sa valeur patrimoniale, l'ensemble des avis reçus, les expertises également qui sont déposées dans le dossier. Le comité de démolition va également regarder les règlements municipaux en vigueur. Ils doivent analyser l'intérêt et la pertinence du projet de remplacement, ainsi que toute autre information pertinente au dossier. Il y a beaucoup d'informations, c'est-à-dire des expertises, des avis professionnels et toute l'information qui gravite autour de la propriété. Donc, ce sont des éléments qui sont considérés lors de l'analyse. Donc, ce n'est pas une décision qui est faite que sur des appréhensions, mais la décision doit reposer sur plusieurs critères d'analyse. Dans le dossier de demande de démolition que nous avons en traitement actuellement, il y a un certain historique qui doit être rappelé aux membres du comité ainsi qu'à toute personne qui visualise cette présentation. Il faut se souvenir qu'en 2010, il y a eu une première demande de démolition qui a été déposée pour l'immeuble des Six-Merciers. La demande a été traitée par le comité et puisqu'il y avait eu opposition déposée dans cette demande, le comité a tenu une séance publique le 7 décembre 2010. Le comité de démolition avait suspendu sa décision pour donner le temps de trouver un nouvel acquéreur et une nouvelle vocation au bâtiment. Alors, le comité avait adopté la résolution CD 2010-0010 et je vous lis la résolution. Compte tenu du fait que plusieurs points demandent des éclaircissements pour prendre une décision adéquate en vertu de l'article 148.0.9 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui permet un délai maximal de 4 mois, les membres du comité de démolition, de façon unanime, ont décidé de surseoir à ces décisions. Ce délai permettra de trouver une solution de sauvegarde viable pour la reconversion du bâtiment ainsi que pour les coûts liés au projet. De plus, le comité de démolition va demander une évaluation des coûts de réhabilitation du bâtiment. Le comité de démolition va demander au comité exécutif la réalisation d'une étude urbanistique de ce secteur précis. Également, le comité de démolition recommande au comité exécutif de mandater dans les plus brefs délais un comité multidisciplinaire incluant toutes les directions concernées pour l'étude de la faisabilité et de la viabilité des projets soumis. Alors, donnant suite à cette résolution du comité de démolition, un comité a été mis sur place pour mettre en place un appel de projet qui a été réalisé par la Ville de Lévis dans le cadre du suivi de la résolution du comité. Alors, l'appel de projet a généré 5 projets déposés et ces projets ont été transmis aux propriétaires. Donc, c'est la Ville qui s'est engagée à vérifier l'intérêt de certains groupes ou de certaines personnes pour l'acquisition et la réhabilitation de l'immeuble. Donc, en 2011, le 4 avril, le comité de démolition a refusé la demande de démolition pour donner une chance à la négociation et au suivi quant à la réhabilitation du bâtiment. Donc, il y a eu un suivi et il n'y a pas eu de suite quant aux négociations. Entre 2011 et 2015, il y a eu différentes communications entre la ville et les propriétaires afin d'explorer les possibilités de vente du bâtiment à un nouvel acquéreur pour sauvegarder et trouver une nouvelle vocation. Donc, il y a eu différentes discussions à ce niveau-là. En 2017, il faut rappeler qu'il y a eu un effondrement de la portion entrepôt du bâtiment des Six-Merciers. Tout à l'heure, je vous indiquerai la portion qui a été touchée. Alors, cette portion-là a été démolie en mai
pour sécuriser le reste du bâtiment. En 2018, les propriétaires ont également fait une nouvelle publication pour un appel de projet. Alors, la publication a été faite dans les médias régionaux. Alors, la preuve de publication a été déposée aux membres du comité de démolition. Alors, les propriétaires ont redemandé un intérêt là, pour retrouver un nouvel acquéreur pour la sauvegarde du bâtiment. Il n'y a pas eu de suite là, à cette nouvelle publication. Donc, en 2019, le 13 décembre, il y a eu le dépôt d'une nouvelle demande de démolition. Alors, c'est la demande qui est appelée à être présentée ce soir. Donc, dans la présentation de la demande de démolition, alors, le comité de démolition ce soir analyse la demande pour le bâtiment du 220 rue Napoléon-Mercier, qui est situé sur le lot 5 064 756 du cadastre du Québec. Les requérants et les propriétaires qui ont déposé la demande de démolition, c'est l'entreprise 9122 2778 Québec Incorporé, donc messieurs Yves et Patrick Garand. L'objet de la demande est la démolition d'un bâtiment industriel pour un projet de construction. La valeur du terrain actuel au rôle d'évaluation de la ville de Lévis, elle est de 158 500 $. La valeur du bâtiment est de 61 600 $ pour une valeur totale de l'immeuble de 220 100 $. Vous avez ici la localisation du bâtiment dans son contexte. Donc, le bâtiment Décy-Mercier, qui est situé sur la rue Napoléon-Mercier, alors juste à la jonction des côtes Louis-Fréchette et de la côte du Passage. Nous voyons ici une autre perspective du bâtiment, juste en haut de la côte Louis-Fréchette. Et cette image me permet d'expliquer une situation particulière. La configuration originale de la côte Louis-Fréchette tournait et passait juste devant l'immeuble. C'est pour ça que durant plusieurs années, l'édifice a été identifié sous l'adresse 26 Côte-Fréchette, alors qu'il n'avait plus de contact avec la côte. Donc, la côte originale prenait une configuration différente. C'est en 1968 que la côte a été reconfigurée dans l'axe que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le bâtiment semble faire dos à la côte aujourd'hui, donc sa façade étant sur le côté original de la côte Fréchette. Dans les caractéristiques patrimoniales à mentionner, il est à mentionner que la première section de l'immeuble a été construite vers 1880. Nous n'avons pas de date exacte de construction de l'immeuble. Nous savons que c'est environ vers 1880. Les autres composantes ont été ajoutées jusqu'en 1925. L'évaluation patrimoniale de l'immeuble, elle est supérieure. Donc, c'est un immeuble qui est considéré comme étant de grande valeur patrimoniale selon les inventaires de la ville de Lévis. La propriété, elle est située dans un secteur d'intérêt patrimonial primaire assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, volet patrimonial. C'est-à-dire que le bâtiment se trouve dans un secteur de concentration d'architecture ancienne et il est de valeur primaire, ce secteur, c'est-à-dire que c'est le premier niveau de reconnaissance dans le règlement de PIA, volet patrimonial. La propriété aussi, elle est située à l'intérieur du périmètre du plan particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis qui a été déposé en 2017. Donc, lorsque nous allons parler du PPU du Vieux-Lévis, c'est le plan particulier d'urbanisme. Il s'agit de l'un des derniers bâtiments industriels de facture traditionnelle dans le Vieux-Lévis. Il rappelle un certain âge d'or de la production industrielle à Lévis à la fin du 19e siècle. L'immeuble fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Il y a une précision à mentionner avec cet élément-là. En fait, l'immeuble fait partie du RPCQ, le répertoire du patrimoine culturel, mais il n'est pas reconnu selon la loi sur le patrimoine culturel. Nous avons reçu certains commentaires où cette identification était liée à un classement ou une citation. En fait, ce n'est qu'une identification dans le répertoire du patrimoine culturel. Et pourquoi il fait partie? C'est que le bâtiment des Décy-Mercier a été inventorié
en 2013 lors de l'inventaire du patrimoine industriel du Québec qui compte plusieurs autres bâtiments à travers le Québec. Donc, étant donné qu'il a été inventorié, il a été intégré au répertoire du patrimoine culturel du Québec. Dans les informations architecturales et historiques, la première section, comme nous l'avons mentionné, elle a été construite vers 1880. La première section est celle que j'entoure avec la main. Donc, pour les biens de la compréhension du bâtiment, la structure a été divisée en plusieurs sections et identifiée par des lettres. Donc, la section B, C et G. Donc, B pour la section bureau, C pour la section de production et G étant à l'étage. C'est un ancien magasin général, donc le magasin général de Moses Cass, qui a également été l'un des premiers présidents de la Chambre de commerce de Lévis. L'endroit a été acquis en 1891 et c'est à cet endroit que Napoléon Mercier a déménagé la manufacture des scies de Lévis. Alors, la manufacture était située autrefois sur la rue Saint-Laurent, au pied de la côte Louis-Fréchette, où se trouvaient les industries Mercier, qui sont devenues les industries Sanson jusqu'à tout dernièrement. C'est à cet endroit qu'est née la manufacture des scies de Lévis. Alors, en 1891, on aménage à cet endroit-là. Les autres portions du bâtiment, donc la section A, la section D, ainsi que la section E, la section entrepôt, ont été construites de 1910 à 1925. Donc, c'est la section entrepôt, la section E, qui s'est effondrée en 2017. Donc, depuis 1891, les bâtiments ont toujours été utilisés pour la fabrication d'outils de coupe. Parfois, il y a confusion, comme certains ont mentionné que c'était une scierie. Non, on n'a pas coupé du bois à cet endroit-là, on a plutôt fabriqué des outils de coupe. Donc, des scies, des haches, donc les propriétaires pourront peut-être préciser plus tard. Et les scies Mercier figurent parmi l'une des plus anciennes entreprises de coupe du pays. Alors, c'est un élément historique important. Dans les informations architecturales, l'immeuble, c'est une construction de facture traditionnelle. Donc, c'est le bâtiment industriel traditionnel de la fin du 19e siècle. On en retrouvait plusieurs à Lévis à cette époque-là. Sa construction est une ossature légère en bois avec un revêtement extérieur en planche de bois. Donc, c'est vraiment la facture traditionnelle. La toiture est à deux versants en tôle à baguette en acier galvanisé. L'ensemble de l'édifice a fait l'objet d'une évaluation de l'enveloppe du bâtiment en 2010 par la firme Patnaud-Trempe. Donc, cette firme-là avait été mandatée lors de la première demande de démolition pour fournir une première expertise. Cette expertise-là demeure encore aujourd'hui l'une des plus à jour pour comprendre le bâtiment et son enveloppe complète. Quand on parle de l'enveloppe, on parle de toiture, on parle de murs extérieurs, des ouvertures, donc portes, fenêtres et tous les éléments qui caractérisent l'édifice. Donc, dans les conclusions et dans les observations de la firme Patnaud-Trempe, qui comptait à la fois un architecte et un ingénieur, on a noté que l'ensemble des composantes de l'enveloppe extérieure ont atteint leur fin de vie utile. Donc, tous ces éléments-là devaient être remplacés. Et ils ont mentionné dans les observations et dans les conclusions, et je cite l'étude, l'évaluation que nous avons faite de l'enveloppe extérieure de l'ensemble des bâtiments Les Scies Mercier a démontré que si les revêtements extérieurs muraux et les recouvrements des toits étaient remplacés et que les travaux d'entretien requis étaient assurés de façon périodique, les dits bâtiments à valeur patrimoniale pourraient être conservés. Donc, sur la base de ces observations, le comité de démolition en 2010 avait mandaté la firme Estimation René Blanchette Incorporée pour chiffrer l'ensemble des travaux qui devaient être faits pour sauvegarder le bâtiment. Donc, l'ensemble des travaux correctifs ont été estimés à 386 045 $ et 84 sous par estimation René Blanchette en 2010. Donc, on peut estimer une certaine majoration actuelle en 2020 des travaux à environ 450 000. Donc, c'est une majoration de 2 à chaque année des coûts. Donc, on peut estimer aujourd'hui en 2020
que les travaux correctifs nécessaires sont à environ de 450 000 $. Et ça, c'est uniquement pour l'enveloppe extérieure. En raison des activités qui se sont déroulées, les sols, les planchers et les matériaux ont subi une contamination, principalement aux hydrocarbures et les résidus ferreux. On comprendra que c'est un milieu industriel, un milieu de production, alors les activités ont généré une certaine contamination. L'ensemble des planchers sont couverts d'une importante couche d'huile provenant de la machinerie de production. Donc, tout cela là, fait partie des matériaux. Les sols de la propriété, les sols intérieurs et extérieurs ont fait l'objet d'une étude de caractérisation environnementale et un réservoir souterrain de diesel a été enlevé. Donc, les travaux correctifs à l'extérieur ont été réalisés. La présence des sols contaminés dans la plage B-C à l'intérieur de l'immeuble limite les usages et les possibilités de réhabilitation du bâtiment pour tout usage public. Donc, actuellement, aucun usage alimentaire, public ou résidentiel n'est permis dans l'état actuel de l'immeuble. La propriété ainsi que son environnement immédiat ont fait l'objet d'une étude urbanistique en 2013 par la firme Groupe Régis Côté, suivant les recommandations du comité de démolition. Alors, des propositions de réaménagement ont été faites, ont été suggérées dans cette étude urbanistique. Et l'immeuble a également été identifié la même année, en 2013, comme immeuble de grande importance patrimoniale pour la ville de Lévis, dans la déclaration de principe de protection et de conservation du patrimoine adoptée par la résolution CV 2013-02-64. Donc, la Ville reconnaît l'importance patrimoniale de ce bâtiment. En 2017, le PPU du Vieux-Lévis, donc le plan particulier d'urbanisme du Vieux-Lévis, consacrait certains articles à l'immeuble des Six Merciers ainsi qu'à sa propriété. Dans le PPU du Vieux-Lévis, déposé en 2017, on peut lire que, au sujet des Six Merciers, analyser la possibilité de conserver une partie ou l'ensemble des bâtiments existants, ainsi que la possibilité d'autoriser la démolition complète des Six Merciers par la réalisation d'une étude d'impact patrimonial et une analyse urbanistique d'un plan d'aménagement du site proposant un projet de remplacement intégré respectant les principes d'aménagement suivants. La reconnaissance de la localisation stratégique du site, planification de l'aménagement de l'îlot en incluant les lots adjacents. Alors, vous voyez les numéros de lots, je ne les lirai pas tous, afin de planifier un projet permettant d'exploiter le plein potentiel de l'intersection. Intégration optimale du projet dans son environnement, cadre bâti, cheminement piéton et cyclable, etc. Préservation des vues sur le fleuve Saint-Laurent et de la capitale nationale depuis la côte du Passage, la rue Dorimène-Desjardins et Wolfe. La préservation des percées visuelles sur la terrasse du Chevalier de Lévis depuis la côte Labadie, ainsi que le maintien des normes actuelles de zonage en matière de hauteur et d'implantation. Alors, c'était les éléments qui figuraient dans le PPU du Vieux-Lévis. Dans les suivis de cette étude, une nouvelle étude urbanistique a été réalisée en 2017 par la firme Groupe A Annexe U, suivant les recommandations du PPU. Plusieurs recommandations ont été émises pour comprendre l'esprit du lieu, les percées visuelles, identifier l'importance stratégique de l'îlot, ainsi que des propositions d'implantation de nouvelles constructions en suivant 3 scénarios. Numéro 1, la conservation complète. Numéro 2, la démolition partielle. Et le 3e scénario, la démolition totale du bâtiment patrimonial. Enfin, il est à mentionner qu'en 2020, au cours de l'été 2020, la Ville de Lévis a procédé à la numérisation complète de l'intérieur et l'extérieur de l'immeuble. Ne sachant pas l'avenir du bâtiment, la direction de l'urbanisme a mandaté une firme pour la numérisation complète de l'immeuble. Donc, il y a des travaux qui ont été réalisés afin de recueillir toutes les informations visuelles à l'intérieur de l'immeuble et en faire une modélisation virtuelle
complète. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés à l'été 2020. Nous avons donc un aperçu visuel du bâtiment des Cimerciers. Donc, nous voyons ici l'aile qui est identifiée sous l'aile A, l'aile B, ainsi que l'aile C, C et D qui est juste à l'arrière. Nous avons ici là, certains détails du revêtement extérieur vu de la rue Napoléon-Mercier. Ici également d'autres détails du bâtiment, des fondations. On voit très bien le revêtement en planche de bois. Ici, l'ancienne façade, l'ancienne entrée du bâtiment. Et la façade sud, suite à l'effondrement de 2017, on remarque que, étant donné que ce mur-là était à l'origine un mur extérieur, l'effondrement a permis de redécouvrir une identification de la manufacture des scies de Lévis directement sur le bâtiment, peint sur le bois directement. Nous avons ici là, quelques aperçus de l'intérieur du bâtiment. Ici, on se trouve dans l'aile C avec vue vers les bureaux. Il y a encore là, certains éléments là, qui témoignent des anciens moyens de production à l'intérieur. On voit ici là, certains détails dans la portion bureau. Le traitement d'une demande de démolition exige le dépôt d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. C'est exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'article 148.0.4. Donc, un programme préliminaire de réutilisation dégagé, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet de construction ou un projet de remplacement. Donc, le projet qui a été déposé dans la demande de démolition est un projet de construction d'un immeuble multifamilial de 6 logements. Les détails seront fournis par les requérants. Il est à mentionner que les propriétaires ont été accompagnés par des professionnels de la direction de l'urbanisme et du bureau de projet afin de s'assurer de la conformité aux règlements municipaux ainsi qu'aux orientations du PPU du Vieux-Lévis. Chaque demande de démolition fait l'objet d'une vérification réglementaire ainsi que d'un avis sur sa recevabilité. Excusez-moi. Donc, le projet qui a été déposé a fait l'objet d'un avis auprès du Comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, c'est-à-dire le CCUP, pour en vérifier sa conformité en regard du règlement RV 2011-11-31 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire le règlement sur les PIA, volets patrimoniaux. Donc, cette demande-là, elle est exigée par la loi pour s'assurer que le projet soit conforme aux normes du règlement de PIA. Donc, le 6 janvier dernier, 2020, le CCUP a émis un avis favorable, un avis préliminaire favorable quant à sa recevabilité et a émis aussi certains commentaires relativement à l'harmonisation du projet avec les caractéristiques architecturales du milieu et la qualité des aménagements extérieurs. Dans les suivis de la demande de démolition, il est à mentionner que le 20 janvier 2020, il y a eu la publication des avis publics sur le bâtiment. Il y a eu 3 avis qui ont été apposés sur le bâtiment, étant donné que c'est un bon volume. 3 avis publics plutôt qu'un ont été apposés. Les avis publics ont été également publiés à l'Hôtel de Ville ainsi que sur la page Internet de la Ville de Lévis dans la section des avis publics. À la suite de la publication, il y a 17 avis d'opposition qui ont été déposés en temps requis. Je tiens à faire une précision aussi sur le temps requis. En fait, la loi exige 10 jours d'affichage et pour la réception des avis publics. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a un temps requis que le comité se ferme à recevoir des avis. Donc, tous les avis qui ont été déposés, qu'ils soient avant ou après la date de dépôt, sont considérés. Donc, c'est la même chose pour la consultation écrite, même si les avis sont déposés à quelques heures ou quelques jours après, ils sont quand même transférés aux membres du comité de démolition. Il est également à préciser qu'à la suite du dépôt de la demande de démolition, la Ville de Lévis s'est adressée à la ministre de la Culture et des Communications du Québec afin de vérifier l'opportunité de procéder
à une reconnaissance de l'immeuble en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Donc, la Ville de Lévis s'est adressée directement au ministère de la Culture pour en vérifier l'intérêt et l'opportunité de procéder à une reconnaissance. Donc, le 5 mars 2020, il y a eu une visite des lieux en présence des représentants du ministère de la Culture. Donc, ils ont procédé à une expertise complète des lieux. En juin 2020, il y a eu une réponse du ministère de la Culture à la Ville de Lévis et le ministère de la Culture ne recommande pas le classement du bâtiment puisque l'intérêt patrimonial réside surtout dans la valeur historique et que la valeur architecturale était moindre en raison de l'état du bâtiment. Donc, le ministère de la Culture a été consulté dans le cadre de cette demande de démolition. Dans les documents qui ont été déposés aux membres du comité de démolition dans le cadre de la présente demande, il y a une lettre de présentation de la demande. Il y a une expertise structurale qui a été réalisée par la firme Équipe Solutions Experts Conseil Incorporé en 2019 à la demande des propriétaires. Donc, cette expertise-là a été déposée par les propriétaires. Il y a eu un rapport d'évaluation abrégé par la firme Gilbert Deschênes et Associés, évaluateur conseil. Il y a eu un rapport de caractérisation environnementale, de réhabilitation environnementale partielle des sols par la firme LVM. Il y a également la fiche d'évaluation patrimoniale, la fiche du répertoire du patrimoine culturel du Québec qui a été déposée, les expertises réalisées par Patnaud-Trempe en 2018 et l'évaluation en 2010, excusez-moi, et l'évaluation des travaux correctifs par la firme René Blanchette ont également été déposées. Les deux études urbanistiques, celle de 2013 de Régis Côté et 2017 groupe A annexe U a également été déposée. Les plans du projet préliminaire de réutilisation du sol dégagé, les copies de l'ensemble des 17 avis d'opposition ont été déposés aux membres du comité de démolition et les copies des avis reçus lors de la consultation écrite également seront déposées là, dans les prochaines heures. Nous avons reçu 3 avis écrits lors des 2 dernières semaines. Nous serions donc rendus à la présentation de la demande par les requérants. Donc, normalement, une demande de démolition implique une séance publique. Lors de la séance publique, les requérants présentent leur projet aux membres du comité de démolition et c'est suivi par une période d'intervention. Donc, étant donné que nous ne pouvons pas suivre la période d'intervention, nous avons quand même demandé aux requérants de faire la présentation de la demande de démolition. Alors, messieurs Garand, je vais vous laisser la parole. D'accord. Donc, nous sommes Patrick et Yves Garand, propriétaires depuis une trentaine d'années du bâtiment abritant les Six-Merciers Incorporés. On y a opéré une usine de fabrication de lames de scie jusqu'à tout récemment. Et nous dirigeons toujours l'entreprise qui emploie maintenant une quarantaine de personnes dans le parc industriel à Lévis. Dans les dernières années, nous avons décidé de relocaliser les opérations dans un autre bâtiment situé dans le parc industriel. Le vieux bâtiment ne répondait plus aux besoins de l'entreprise. La bâtisse est actuellement dans un état d'usure très avancé. Les différentes composantes de structure, fondations et recouvrements sont en très mauvais état, comme le mentionnent les rapports de Patnaud-Trempe. Donc, une réhabilitation du bâtiment nécessiterait des coûts énormes. Le bois et le béton composant le bâtiment sont imprégnés de vapeur d'huile suite aux nombreuses années d'utilisation industrielle lourde, ce qui cause une forte odeur d'hydrocarbures en permanence quand on est à l'intérieur du bâtiment, ce qui rend l'endroit impropre à des utilisations résidentielles, commerciales ou publiques. Ce secteur de Lévis aussi est hautement résidentiel. L'implantation dans ces locaux d'une autre entreprise industrielle serait dérogatoire en partant et probablement dérangeante pour le voisinage. De plus, des experts ont découvert de la contamination dans les sols à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur même du bâtiment, sous les planchers, qui est présent depuis probablement plusieurs décennies. Là, donc, la décontamination à l'intérieur nécessiterait là, une démolition automatiquement. C'est impensable de décontaminer autrement. Une partie du bâtiment s'est effondrée en 2017 suite à une grosse tempête de neige.
ce qui démontre les risques pour les occupants du bâtiment et la faiblesse de la structure de bois en général. On a essayé sans succès depuis les 12 dernières années de trouver un acquéreur intéressé à monter un projet avec notre site. On a eu des pourparlers avec certains promoteurs, mais la démolition était toujours conditionnelle, les projets étaient toujours conditionnels à la démolition du bâtiment. On a aussi publié en 2018 un avis dans le journal Le Soleil pour trouver des acheteurs voulant réhabiliter complètement ou partiellement le bâtiment, mais personne ne nous a contactés suite à cette annonce. La Ville a aussi fait des exercices de consultation publique, bien que certains citoyens aient émis des idées pour notre bâtisse. Aucun n'a voulu prendre en charge un projet de réhabilitation. Les attentes des citoyens étaient que la Ville se porte acquéreur et investisse ensuite dans la rénovation de la bâtisse. Donc, suite à toutes ces démarches réparties sur une douzaine d'années, on a décidé de monter nous-mêmes un projet d'habitation sur le site, impliquant la démolition totale du bâtiment pour nos familles. Donc, je vais laisser le soin à notre architecte François Robitaille de vous présenter le projet en question. Merci. Alors, vous avez le contrôle, M. Robitaille, vous pouvez faire la présentation. Le contrôle, désolé, c'est le micro qui était fermé. Ça va aller mieux avec le micro. Donc, effectivement, c'est important de rappeler que ce projet-là a été commencé, oui, avec les propriétaires du terrain, mais qui a été aussi fait comme dans une espèce d'exercice de conception intégrée vraiment intéressant avec l'équipe de la Ville, ce qui était M. Noël Pelletier qui était en charge de cette équipe de projet-là. Et puis que tout le monde a bien contribué dans ce processus-là, que ça a été vraiment une belle expérience. Donc, je vais faire un peu la revue des plans qui avaient été déposés là, lors de la demande de permis. Et puis, si vous avez des questions, arrêtez-moi au besoin. David, comment je fais pour changer de page? Peut-être en cliquant. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, je l'ai eu. Dans le fond, j'ai cliqué. Donc, les deux premières pages, vous allez voir, c'est des volumétries très schématiques du secteur avec les bâtiments environnants. C'est pour faire ressortir un peu les principales caractéristiques qu'on a voulu donner au projet. D'abord, un projet d'envergure modeste, 6 unités, comme il a été dit tantôt, pas amener une construction là, qui imposerait beaucoup de pression par rapport au voisinage, là, qui est des gabarits relativement petits, là, qui vont de 1 à 3 étages là, en général dans le secteur. Et puis de jouer avec la topographie naturelle du terrain et des côtes pour proposer une construction morcelée qui s'agence bien aux caractéristiques naturelles du site, mais aussi aux voisins. Donc, je vais changer. Donc, là, on voit, c'est une vue où on est du côté nord-ouest, si on veut. Et puis, on voit la côte Napoléon-Mercier qui monte ici avec les bâtis en gradin. Et puis, le dernier niveau qui se trouve être complètement en retrait. Et puis, comme mentionnait David plus tôt dans la présentation, c'est un peu maintenant du côté de la rue Wolfe là, que se trouve à être l'entrée principale de ce site-là. Donc, un volume qui se retourne pour créer un front bâti en continuité avec celui de la rue Wolfe, qui est très intéressant. Donc, sur l'autre vue, on se trouve à être au sud-ouest. Là, on est du côté de la rue Wolfe. Si on veut, on voit ici, c'est ici là, la série de maisons de ville dont je vous parlais, qui a un très beau caractère. On verra sur des photos plus tard. Et puis, la continuité de ça et le volume en retrait ici, on va le voir sur les perspectives tout à l'heure. Il y a 3 points de vue qui ont été ciblés lors des démarches pour mettre en valeur le secteur. David les a nommés d'ailleurs tout à l'heure. On les verra plus en détail là, dans la présentation. Donc, on vient ici créer un front bâti sur les 2 rues. Et puis, à l'arrière, on vient concentrer toutes les activités véhiculaires, l'accès au garage et à la cour arrière. Donc, on a fait une analyse de différents précédents architecturaux parce que dans le cours du processus, bon, il a été question de faire une construction avec une image plus traditionnelle ou plus tournée vers l'avenir et puis de commun accord,
tout le monde a décidé de se tourner vers quelque chose de plus contemporain. Donc, on a fait une série de recherches de construction de petits gabarits qui présentent une certaine complexité, certaines imbrications de volumétrie, beaucoup de traitements en gradins et puis des matériaux nobles, mais traités de manière contemporaine. Donc, on voit ici l'usage des retraits, de la végétation sur les toits, les parements chaleureux en bois, les parements aussi plus minéraux, en béton dans ce cas-ci, mais en maçonnerie, ici et là. Et puis, généralement, un travail de volumétrie très morcelé, là, à l'image des quartiers anciens. Là. Donc, quand on regarde dans le secteur, les différentes constructions avoisinantes, il y a vraiment une forte dominance de la maçonnerie, des matériaux durs et durables et nobles, dans des tanks principalement jaunes, ocre, gris, et puis présence aussi d'éléments de toiture, comme ici de l'autre côté de la rue, et de fenestration plutôt foncées ou colorées. Donc, c'est un peu le topo des matériaux qui sont en présence sur le secteur. Donc, ça, c'est une vue rapprochée du bâtiment qu'on voyait tout à l'heure. On peut peut-être parler de matérialité dans cette vue-là. Donc, on a travaillé un socle en béton décoffré avec les marques de planche pour reprendre un peu l'idée du parement actuel des bâtiments qui sont en planche. Quelque chose de très brut en lien avec le sol, sur lequel viendrait se déposer un volume principalement composé de maçonnerie, qui serait une maçonnerie pâle d'argile pour s'agencer au reste du secteur, et le traitement en gradin, bien évidemment, de ce côté-ci, qui suit la topographie naturelle du terrain le long des côtes. Un autre aspect qui était très intéressant, on le verra sur l'autre vue, c'était d'avoir un front construit du côté de la rue Wolfe, plus opaque, si on veut, plus en maçonnerie pleine, avec des ouvertures aux proportions plus traditionnelles, verticales, et puis en allant vers l'arrière, de profiter des vues et de l'ensoleillement pour optimiser toutes les fenestrations et l'usage des toits jardins pour chacun des logements. On peut tourner la page. Donc, on voit bien là, ce que j'expliquais sur l'autre vue. On se trouve à passer d'une volumétrie qui est plus opaque, plus fermée, plus intime du côté de la rue Wolfe, ou qui est très passante aussi, vers une volumétrie qui s'ouvre du côté sud et ouest là, pour les vues et les terrasses. Et puis, le traitement d'un dernier niveau, lui, complètement en retrait pour ici permettre d'avoir un gabarit comparable à celui de la série de maisons de ville qui se trouve à être sur la rue Wolfe. Donc, on parle ici de matériaux. On mettait de l'avant une maçonnerie, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une maçonnerie d'argile pâle, ocre, avec un matériau de bois torréfié, IP probablement, pour aller rechercher les coloris plus chauds que dans le secteur aussi, puis les éléments de boiserie aussi qui sont présents, et puis les ouvertures, et puis le traitement du dernier niveau, qui, eux, seraient plus foncés, là, un gris anthracite, là, pour se fondre un peu dans le paysage, pour faire en sorte que c'est le gabarit principal de deux niveaux qui s'exprime sur rue. Donc, si on tourne la page. Donc là, on arrive aux fameux 3 points de vue là, qui avaient été identifiés dès le démarrage du projet. Le premier en haut, celui-ci, l'important, c'était à la jonction de la côte en bas de la côte du Passage, là, quand on tourne sur Napoléon Mercier, c'était de dégager les tourelles du parc du Chevalier de Lévis, qui se trouve à être ici en haut. Donc, l'utilisation des gradins, comme on mentionnait tout à l'heure, a permis de révéler un peu plus la falaise, même que la construction d'origine. On voit là, en surimpression, le pignon là, du bâtiment existant là, en dessous. Là. Donc,
vraiment d'aller dégager les deux tourelles et la portion de falaise qui est en dessous. C'était l'objectif principal de cette vue-là. Tandis que sur l'autre vue, l'idée était vraiment d'exploiter la notion de gradin et puis de sentir ici que les gabarits montent vers l'avant, bien évidemment. Ensuite, l'autre vue, ici, cette vue-là n'avait pas été ciblée par les intervenants de la ville, mais elle est un peu complémentaire à celle quand on est en haut de la côte du Passage, où là, l'objectif principal était de révéler la silhouette de Québec, qu'on voit ici, bien évidemment, mais aussi d'optimiser les vues sur l'eau qu'on a du côté ouest du bâtiment quand on descend la côte. Et c'est pour ça que la volumétrie a été traitée également en gradin, en descendant, en allant vers l'ouest sur la rue Wolfe, et que le volume au coin de la rue a été traité en retrait par rapport au volume principal où se trouve l'entrée du projet. Donc, ce double retrait-là, en hauteur et en profondeur, avait permis de dégager pas mal plus la vue vers le fleuve, là, si on veut, ici, et puis d'ouvrir aussi la perspective sur la silhouette de manière plus progressive jusqu'au fleuve. Pas créer un gros bloc là, quand on est dans le haut de la côte, un peu si on regarde le voisin là, qui est pas mal plus, qui est beaucoup plus massif et un petit peu plus haut que la construction projetée. Donc, on voit ici un autre exemple là, des matériaux en présence, encore dans la côte, là, la maçonnerie ocre, les fenestrations foncées. Donc, les matériaux ici ont été choisis pour aller rechercher ces teintes-là. Là, on voit ici la touche de bois qui amène de la chaleur, tant latéralement à l'entrée principale qu'en soffit, et puis la maçonnerie qui va rechercher les teintes de gris et de ocre du secteur, et puis le volume en retrait qui, lui, il s'efface, il prend une autre matérialité complètement. Donc là, on est au plan d'implantation. Ce qu'on voit bien sur ce plan-là, c'est les marges de recul. C'est le plan qui a été soumis en fait à la ville là, pour s'assurer de la conformité du projet. Et puis toute la notion ici de gradin pour créer des toits terrasses pour chacun des unités. Et puis l'unité qui se trouve à être en avant sur rue, elle, vient refermer depuis la côte du Passage la vue qu'on aurait sur l'intérieur de l'îlot et les stationnements, qui est moins souhaitable. Et puis prolonger l'aspect visuel ici, encadrer la rue, là, un peu comme les constructions de la rue Wolfe le font ici, comme ça. Donc, on avait fait des projections. Ces dessins-là ne les représentent pas vraiment. Je ne sais pas si ces thèmes-là sont au dossier, mais on avait aussi, dans un premier temps, regardé comment pourrait être un projet d'ensemble sur l'ensemble du lot, avec des constructions qui reviendraient refermer aussi le côté est du projet et puis le côté sud, mais finalement, le lot voisin n'a pas pu être inclus à l'étude. Et puis après ça, ben, il y a la revue des plans. Je ne sais pas si c'est pertinent pour vous qu'on fasse le tour des plans. Peut-être juste rapidement, à ce niveau-là, on est au sous-sol. Donc, c'est du côté arrière, on a accès au garage de stationnement et puis à un accès commun pour les autres logements qui se trouvent avoir des garages intérieurs ici. Il y a un noyau de circulation centrale qui comporte les escaliers et les ascenseurs. Parce que tous les gens qui auraient des stationnements ici pourraient entrer par l'arrière et puis monter à leur logement. Et puis, à l'étage au-dessus, par souci d'équité, on voit que les logements en gris se trouvent à être ceux qui sont communiquants ensemble. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, il y a une portion ici qui monte à l'étage là. Donc, on permet à tout le monde d'avoir accès aux façades où il y a le plus d'ensoleillement et puis avoir accès à des terrasses aussi, tout en protégeant les vues avec les écrans. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur les différentes vues qu'on a montrées. Et puis les autres logements se trouvent à être, eux, à l'avant. Le premier ici est une maison de ville du côté de Wolfe sur 2 niveaux.
tandis que l'autre se trouve à être un logement à chaque étage, un logement qui tourne le coin, donc beaucoup de fenestration, beaucoup de possibilités d'aménagement. Et puis, le dernier niveau se trouve à être un penthouse qui, lui, comme vous le voyez, est en retrait de toutes les constructions. Donc, on a une gradation là, qui part d'ici, sur rue. Le plus haut, on descend d'un gradin. Puis après ça, le long de la côte, on descend toujours à chaque fois qu'il y a une terrasse. Et puis, il y a une construction ici qui est le penthouse, qui, elle, n'a pas été considérée dans la hauteur du bâtiment, qui représentait moins de 40 de la superficie de l'étage en dessous, et puis qui représentait une possibilité d'aller récupérer un petit peu de pieds carrés qui avait été sacrifié au fil du projet pour satisfaire aux exigences des 3 principales vues qui avaient été ciblées avec la ville là, comme étant les points de vue les plus d'intérêt. Donc, si on regarde en élévation le projet, on voit l'élévation sur la rue Wolfe, l'entrée principale qui est bordée par un élément signalétique en bois, le gabarit le plus élevé sur rue qui est ici, et puis le gradin qui se trouve à 10 minutes de hauteur du côté ouest, et le volume du penthouse qui est en retrait. On tourne sur la façade et puis on descend la côte. On voit très bien là, le traitement en gradin qui vient ici permettre l'implantation d'une grande fenestration pour les garages, pour quand même avoir un milieu de qualité. Et puis l'aspect dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir une volumétrie plus morcelée et puis plus fermée du côté avant, et puis qui se dématérialise vers l'arrière pour offrir des baies vitrées très, très généreuses du côté des vues et du soleil. Donc, ça, c'est un aspect très, très important. Et puis, les gradins vers l'arrière, bien évidemment. La volumétrie ici arrière qui se trouve à donner accès aux 2 portes de garage, et puis ici, en longeant le lot voisin aux autres stationnements au centre de la cour. Et puis, le volume en gradin encore là qui est bien marqué. Le volume ici avec la maison de ville dont on parlait tout à l'heure sur 2 niveaux. Et puis, une coupe transversale. Si vous regardez la petite vignette ici qui avait été fournie à la ville pour bien illustrer comment on comptait travailler les murets de soutènement puis la transition vers l'arrière avec un escalier. C'est une coupe, si on veut, là, qui se trouve à passer dans le talus ici, là, le dernier dessin en bas. Là. Donc, on voit ici les gradins qui seraient très végétalisés, qui donneraient en bas sur les accès au stationnement, bien évidemment. Puis là, on sent encore une fois les volumes qui sont en gradin jusqu'à l'arrière, le niveau du penthouse qui a une matérialité complètement différente, et puis à la jonction entre les 2 volumes qui se rencontrent à angle droit, une brèche lumineuse là, pour amener de l'éclairage dans les circulations verticales, là, ascenseur, escalier. Donc ça, c'est des dessins peut-être plus techniques qui illustraient les dimensions, les hauteurs. On voit ici les retraits dans chacun des logements. Donc, on avait fourni 2 coupes, là, étant donné qu'il y a 2 conditions principales dans le projet. Les 2 sont du sud vers le nord, si on veut, mais la première coupe dans la maison, l'entrée et puis la maison de ville, le penthouse au-dessus et les volumes en gradin. Et puis la deuxième, c'est une coupe qui se trouve à être vraiment en bordure de rue. Donc, c'est pour ça qu'on voit en élévation le volume à l'arrière du penthouse et puis les volumes des autres gradins qui sont plus à l'est. Donc, c'est des dessins plus techniques avec les niveaux, avec les cotes, mais qui peuvent avoir, qui ont quand même des informations très, très pertinentes là, pour le projet. Donc, voilà, ça fait le tour un peu de la présentation. C'est quasiment plate de finir sur un dessin très technique comme ça. On aura peut-être l'occasion de revoir les perspectives plus tard dans la présentation, je ne sais pas. Parfait. Merci beaucoup, M. Robitaille. C'est bien apprécié. Nous allons revenir à la présentation de la demande de démolition. Ce ne sera pas très long, excusez-moi.
Alors, dans les suivis de la demande de démolition, habituellement, chaque séance du comité de démolition est toujours suivie d'une période d'audience publique. Étant donné que nous sommes à distance, tous à la maison, on ne peut pas tenir une audition publique telle que l'exige le règlement sur la démolition d'immeubles. Donc, cette séance présente va être suivie là, d'une séance de commentaires écrits. Donc, tous les avis et les commentaires pourront être transmis à moi, à titre de secrétaire du comité de démolition, par courriel. Donc, à l'adresse dgagné, tout collé, ville.levy.qc.ca. Et on demanderait de transmettre tous les commentaires jusqu'au 10 septembre. Tous les commentaires seront transmis ensuite aux membres du comité de démolition. Par la suite, on demanderait également, là, lors des avis, des commentaires, étant donné que les gens se sont exprimés dans les avis publics ainsi que dans les avis suivant la séance du comité de démolition, de ne pas répéter ce qui a déjà été mentionné pour ne pas dédoubler l'information. Donc, vous pourrez émettre les commentaires ou des éléments nouveaux, s'il vous plaît, là, jusqu'au 10 septembre. Par la suite, le comité de démolition pourra rendre sa décision dans le processus. Toutefois, les membres du comité de démolition vont se rendre sur place pour pouvoir tenir une visite de l'édifice complète pour bien comprendre là, les enjeux qui sont associés à l'immeuble. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de points ou d'éléments là, au dossier, j'aimerais savoir si les membres du comité de démolition ont des questions précises à adresser, soit pour des questions sur la présentation du dossier, soit au propriétaire du bâtiment ou soit à l'architecte, M. Robitaille. Donc, les membres du comité de démolition, je vous laisse la parole. Michel Turner, pour moi, ça va. La présentation était très claire. On a eu l'information qui était nécessaire pour qu'on puisse procéder à l'analyse. Merci. Je n'ai pas de questions. Merci. Monsieur Lamontagne, Oui, Monsieur Gagné, si vous permettez, j'aurais deux questions. Probablement les deux au Monsieur Garand. Est-ce que ça sera du locatif ou de la vente? On n'est pas décidé à 100% encore, mais ça va probablement être de la vente là, en tant que tel. Nous, on va habiter, c'est certain, à cet endroit-là, mais les autres unités vont être probablement vendues. OK, merci. Et ma deuxième question, est-ce que vous avez envisagé à un moment donné dans le processus 4 unités au lieu de 6 unités? Le zonage prévoyait 6 unités à cet endroit-là, donc on est allé avec 6 là, pour vraiment utiliser le plein potentiel du terrain, étant donné que ce n'était pas dérogatoire d'y aller à 6. OK, merci. Ça complète pour moi, M. Gagné. Merci beaucoup. Alors, étant donné qu'il n'y a plus de points à l'ordre du jour, la séance serait close. Donc, les prochaines étapes seront la visite du bâtiment, la réflexion du comité de démolition et pour celles et ceux qui visionnent la présentation actuelle. Donc, chaque personne là, qui s'est exprimée dans le cadre de cette demande de démolition sera informée là, de la date et des modalités là, du rendu de la décision. Donc, probablement que ce sera un peu sur le même principe d'une rencontre virtuelle comme elle se tient actuellement, à moins que les modalités changent ou que les orientations changent, mais ce sera un rendu de décision par visioconférence. Alors, je remercie tout le monde de votre participation et la prochaine date sera transmise à tout le monde prochainement. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.